Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Dev Café de la semaine, et je vais vous résumer comme d'habitude toutes les infos autour du dev mobile. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai du retard à rattraper car hier, quelques minutes après avoir tourné la vidéo, plein d'infos sont tombées. Du coup, on va essayer de combler ce retard au plus vite. Et donc aujourd'hui, on va évoquer les nouveautés de la première developer preview d'Android 14, de Kotlin 2.0, et encore de nouveaux changements sur l'API de Twitter. Bon allez, maintenant vous connaissez ma nouvelle expression, vous allez sortir vos tasses et vos mugs, et on est parti avec le programme du jour. Pour commencer, une nouvelle version de Flutter est disponible et vient corriger pas mal de problèmes. En réalité, c'est comme pour la 3.7.1, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui concerne Impeller, qui est le nouveau moteur de rendu, mais qui est encore expérimental. Mais outre Impeller, il y a des améliorations sur des ralentissements sur iOS, un problème avec la bibliothèque L10N ou encore le gestionnaire de paquets. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a également un bug visuel avec la navigation bar avec Material 3, ou encore 3 bugs avec Dart qui ont été corrigés. Comme d'habitude, la recommandation c'est de l'installer au plus vite, à vos Flutter Upgrade donc. Et forcément, j'ai fini la vidéo quand la version 3.7.3 est sortie, donc surtout ne m'écoutez pas et ne vous précipitez pas sur le Flutter Upgrade. Dans cette nouvelle version, ça corrige un bug sur la taille des app bundles sur Android qui était arrivé avec la version 3.7.0 parce qu'ils étaient devenus tout à coup trop gros. Mais ça corrige aussi 2 bugs sur Impeller ou encore un autre problème avec la lib L10N que je vous avais d'ailleurs parlé dans un précédent Dev Café. Bon, cette fois-ci, j'espère qu'une 3.7.4 ne va pas sortir dans les prochaines minutes. En tout cas, je vous laisse continuer avec la vidéo. On poursuit avec un outil pour Xcode qui vous sera utile si vous faites des tutoriaux vidéo ou alors des live coding lors des présentations. L'idée c'est que lorsque vous allez coder, vous allez créer des checkpoints et une fois que c'est terminé, vous pourrez rejouer checkpoint après checkpoint. C'est un peu comme si vous faisiez un copier du fichier à plusieurs reprises et que vous pouviez ensuite insérer quand ça vous arrange les différentes parties. Tout ça c'est dans une extension pour Xcode et c'est disponible sur le Mac App Store. Et d'ailleurs, à évoquer l'univers Apple, Hummingbird c'est un serveur HTTP écrit en Swift, alors il vient tout juste de franchir la barre de la version 1.0 et vous allez trouver tout le nécessaire de ce type de solution avec les routeurs, les middleware, mais aussi un framework pour persister les données ou encore faire des tests. Il y a également des Hummingbird Jobs qui vous permettent d'envoyer des tâches à effectuer sur d'autres serveurs, du coup c'est quand même pas mal intéressant. Et tout ça c'est gratuit, c'est sur GitHub, et comme d'habitude, le lien il est dans la description. Ensuite, on change de thématique, mais on se prend souvent la tête avec les règles de l'App Store ou du Google Play, mais F-Droid qui héberge des applications open source Android, il se pose clairement des questions auxquelles on n'est pas du tout habitué. Par exemple, l'application Aves Libre, qui est une galerie conçue en Flutter et avec une licence BSD3. Sauf que quand l'application elle s'ouvre, il y a un écran qui force à valider des conditions d'utilisateur, ce qui est contraire aux règles de F-Droid. Du coup, ça génère des vastes débats sur l'intégration de cette application. Comme quoi c'est vraiment des sujets de niche, et d'ailleurs pour le moment ils sont encore en train de discuter des options possibles à faire. Juste avant de voir les nouveautés d'Android 14, Google a publié un changement sur les WebView. Alors à l'heure actuelle, quand des requêtes sont faites, le header xRequestWith s'est envoyé et ça donne le nom de l'APK. Et initialement, ce header était utilisé pour détecter les clics frauduleux ou encore pour permettre au serveur de renvoyer des réponses en Ajax plutôt qu'en HTML. D'ailleurs, les frameworks comme jQuery ou Django s'en sont également servis. Côté Android, ce header il avait été introduit pour permettre de détecter les WebViews cachés qui généraient du faux trafic. Mais en réalité, il est quand même possible de modifier ce header à la main et donc les applications frauduleuses pouvaient continuer à faire n'importe quoi. Du coup, Google veut mettre en avant la vie privée et va stopper l'envoi de ce header par défaut, et ce sera explicitement aux développeurs et aux développeuses de demander son envoi. Mais bon, pas trop de précipitation non plus, car la mise en œuvre définitive n'est prévue qu'en juin 2024, c'est-à-dire quand on sera à Chrome 125. Mais d'ailleurs, vous pouvez peut-être vous demander comment se fait-il que Google puisse mettre à distance le comportement de ces WebViews. Eh bien, depuis Android 5, on peut connecter n'importe quel moteur derrière, et il en existe un par défaut qui est Chrome, et qui est d'ailleurs mis à jour par le Google Play. C'est donc pour cette raison que ce changement pourra intervenir à distance et de manière rétrocompatible en 2024. Du coup, le conseil du jour, c'est d'aller voir vos collègues du back-end, mais rassurez-vous, comme on dit, la maison n'est pas en feu. À évoquer Android, je vous avais parlé en début de semaine de la roadmap de 2023 pour Kotlin et il y avait notamment l'arrivée de K2 qui est le tout nouveau compilateur. Bon, pas d'inquiétude, je vous annonce pas un retard mais plutôt une bonne nouvelle je pense, car ce nouveau compilateur sera synonyme de la version 2.0 du langage. Alors il y aura certes une version 1.9 dans le courant de l'année, mais ensuite ce sera bien ce changement de numéro.
Ils expliquent que très souvent, les changements de numéro de version sur des langages sont synonymes de breaking changes, comme c'était notamment le cas quand je vous l'avais évoqué avec Swift 6. Mais ici, c'est plutôt pour suivre les habitudes qu'on a en général avec nos applis, c'est-à-dire quand il y a un gros changement. Ils précisent que normalement, il ne devrait pas y avoir de régression, mais vu qu'ils ont tout réécrit et donc corrigé des bugs, potentiellement vous ne serez pas à l'abri d'avoir des changements de comportement. L'article conclut sur une note à demi positive, car des nouvelles fonctionnalités comme les context receivers qui sont aujourd'hui en preview vont le rester, car l'idée de la 2.0 ce sera de faire arriver le nouveau compilateur, et une fois que ce sera fait, les nouveautés pourront arriver. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait vu que la roadmap de 2023, elle n'était pas super sexy, car en fait le compilateur c'est vraiment le gros chantier. En attendant la version 2.0 du langage, vous pouvez d'ores et déjà le tester avec la version 1.8.20, comme ça vous aurez moins de crainte à avoir le jour J. Et allez, après cette longue première liste d'actu, vous en avez l'habitude, c'est l'heure des actus en bref. Les jours passent et malheureusement les actus en bref annoncent les mêmes types de nouvelles, puisque cette fois-ci c'est Disney qui annonce licencier 7000 personnes du groupe dans l'objectif d'économiser 5,5 milliards de dollars. Cela fait suite au rappel de Bob Iger, l'ancien président du conseil d'administration, pour relancer la société. Mais passons à une bonne nouvelle, puisque le géant IBM vient d'annoncer le rachat de StepZen, une société spécialisée dans le déploiement d'API en GraphQL. Les dirigeants de la société avaient auparavant vendu Apigee à Google, preuve qu'ils ont le nez fin. Retour au mobile où le Galaxy S23 dispose d'un mode ultra performant qui se déclenche lorsque le téléphone est branché sur le secteur. Dans ce cas de figure, la batterie n'est plus utilisée. Comme vous pouvez le voir ici en photo, avec ce mode activé, le téléphone consomme 17 watts contre 6 watts avec la batterie. Difficile de savoir en revanche si une API permet de détecter ce type de configuration. Alors même qu'Elon Musk faisait ses premiers pas chez Twitter, une ruée sur Mastodon a eu lieu avec plus de 2,5 millions de nouveaux utilisateurs alors que le réseau n'en comptait que 380 000. Mais ce succès n'a été qu'éphémère car en janvier il n'y avait plus que 1,4 million d'utilisateurs mensuels actifs. Et enfin, un four ça chauffe et un frigo ça fait du froid, mais les fabricants d'électroménager essaient à tout prix d'innover en rendant ces objets connectés. Sauf qu'une étude publiée à la fin janvier par le Wall Street Journal montre que moins de la moitié des appareils LG sont reliés à Internet et Whirlpool fait guère mieux avec 50%. Comme quoi l'innovation c'est bien, mais l'innovation utile c'est mieux. On reprend avec Android 14 qui a reçu sa première Developer Preview. Alors si toutefois vous ne connaissez pas le mode de fonctionnement de Google, ça fait plusieurs années qu'ils enchaînent des Developer Previews, puis des bêtas, avant la sortie de la version stable vers le mois d'août, voire septembre, ça dépend des années. Et cette année, le planning est mensuel avec l'ajout d'une bêta supplémentaire par rapport à l'an dernier. Pour vous prévenir, généralement à la Google I.O. qui a lieu en mai, à ce moment-là, il y a plein de nouveautés qui sont dévoilées. Disons qu'en attendant, c'est plutôt la plateforme pour nous les développeurs, avec finalement peu de changements visuels, même s'il y en a quand même quelques-uns. D'ailleurs, faites bien attention, tant qu'on n'est pas en juin, à n'importe quel moment des fonctionnalités peuvent apparaître et disparaître, et pareil pour les API. Et d'ailleurs, je me souviens par exemple d'API autour du notch qui avait été supprimé avant d'arriver une ou deux versions majeures plus tard. Mais je vais quand même commencer par le plus visible côté utilisateur, sachant que pour la quasi-totalité, c'est Michel qui régale. D'ailleurs, un jour, il faudra que je lui envoie un message quand même pour lui dire qu'on l'aime bien. Mais plus concrètement, il y a la possibilité de cloner des applications, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir 2 fois la même application sur un téléphone, ce qui peut être quand même pratique si vous avez plusieurs comptes. Ensuite, un écran avec les applications installées par les constructeurs et les opérateurs va faire son apparition. À mon avis, l'idée, c'est plus facilement de les identifier pour les supprimer de vos téléphones, et implicitement, ça sent les procès que Google s'est pris avec le fait d'embarquer de force ces applis. On poursuit avec le Predictive Back Gesture qui a une animation légèrement différente maintenant. L'idée c'est de pouvoir voir quel est l'écran précédent, un peu comme sur iOS. Sachant que sur Android 13 c'était en preview et on ne voyait que le retour sur le bureau, alors que désormais c'est aussi avec les différentes tâches qui sont autour. Comme je vous l'avais indiqué il y a quelques jours, si vous installez des APK qui ont un target SDK inférieur ou égal à l'API 22, c'est-à-dire Android 5.1, eh bien ce ne sera plus possible de les installer. En revanche, si le target SDK est inférieur ou égal à l'API 27, c'est-à-dire Android 8.0, vous aurez tout de même un warning qui sera affiché à l'utilisateur. A noter que, en revanche, côté ligne de commande, vous pourrez toujours installer ça de force. Ensuite, si certaines applications avaient réussi à contourner le photopicker sur Android 13 en demandant la permission pour l'accès complet aux photos, eh bien désormais ce sera photopicker obligatoire pour tous les malfrats. On note aussi que Health Connect, qui est le hub de santé de Google, va maintenant être intégré avec un module Project Mainline, donc c'est vraiment du sérieux pour Google, car aujourd'hui c'est juste une application à installer par le Google Play. Pour le reste, je vous laisse aller voir le méga thread de notre ami Michel, car on va maintenant regarder plutôt la doc qui a été publiée, et ça devrait pas trop vous plaire, car mis à part des restrictions, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais quand même, au cas où, on a quelques API supplémentaires pour la gestion de la langue par application.
mais il y a surtout l'arrivée de l'inflexion grammaticale, et ça nous concerne, car en anglais, il n'y a pas ce genre de notion, mais en français, on a le masculin et le féminin, et du coup dans les ressources, on pourra ainsi donner les traductions pour le neutre, le masculin et le féminin. En revanche, il n'y a pas encore d'outils pour le tester. Pour ce qui est de l'accessibilité, le pourcentage d'augmentation de la taille du texte, aujourd'hui ça se fait de manière linéaire, alors que désormais pour le x200, ce sera plus désormais le cas, et il faudra donc bien tester vos applis avec. En parallèle, il y aura des jobs qui vont être dédiés à la réalisation de tâches longues, comme des téléchargements, et ça s'appelle les User Initiated Data Transfer Jobs. A noter qu'il y a aussi une API que Dylan m'a fait part et qui pourrait être intéressante, c'est l'ajout des display shapes. Alors aujourd'hui, on peut récupérer les arrondis des 4 angles de l'écran, mais on pourra ici avoir un vrai pass avec les contours de l'écran. Par exemple, on pourra désormais savoir si c'est bien un cercle. Et ça, c'est tout pour les nouveautés. Maintenant, on va voir tout ce qui est embêtant et c'est résumé dans ce tableau. Ça va de la permission Schedule Exact Alarm qui n'est plus donnée à l'installation, à des limitations sur les broadcasts ou ceux qui ont été créés dynamiquement devront indiquer s'ils sont exportables ou non, ou encore les foreground services où il va falloir leur donner un type qui leur donnera un certain nombre de droits, et enfin les intents implicites qui sont envoyés dans l'application. Bref, encore des modifs qui vont nous embêter, et maintenant je mets au défi n'importe qui parmi vous de faire un schéma sur la manière d'utiliser les intents ou encore de faire des tâches en arrière-plan. Allez, vous avez 3 heures. Bon, plus sérieusement, le type des foreground services ce sera vérifié par le Google Play, donc impossible de truander, faites bien attention et préparez-vous-y. Finalement, si je ne vous ai pas découragé, pour tester cette Developer Preview, vous pouvez le faire soit avec l'émulateur, soit avec un Pixel 4a ou alors des téléphones Google plus récents. Mais pour résumer, comme certains diraient, c'est pas ouf sur 20. Et pour finir, on est le vendredi 9 et normalement l'API Twitter aurait dû être payante depuis hier. Sauf que, bien sûr, rien n'est aussi simple car Twitter vient encore de changer de cap. Déjà, la deadline elle est finalement reculée à lundi, c'est-à-dire le 13, et par ailleurs, comme je vous l'avais indiqué, la version payante elle coûtera 100 $ par mois. Sauf qu'il y aura plein d'exceptions, notamment une partie gratuite. Car oui, l'API sera bien en partie gratuite, avec un fair use de 1500 tweets par mois et par token, y compris pour la connexion Twitter. Et enfin, ils indiquent que l'API Premium sera plus proposée en faveur d'une version entreprise. Donc au final, c'est une bonne nouvelle, mais en demi-teinte. Par exemple, mon robot Flutter va pouvoir continuer d'exister, car avec la dizaine de tweets par mois, on va dire que ça va être bon. En revanche, vu qu'il confirme que la limite d'appel concerne aussi la connexion par Twitter, il va vraiment falloir que vous passiez vers d'autres mécanismes sur les services où vous l'utilisez, car ça m'étonnerait vraiment que les personnes, les applications qui l'utilisent aujourd'hui veulent payer pour un tel service. Finalement, on trouvait qu'Elon Musk faisait n'importe quoi, mais bon, avec du recul et cette manière de voir les choses, ce changement de direction, il semble quand même être le bon compromis entre fournir une API pour la majeure partie des gens et limiter les bots nocifs. Et voilà, c'est fini pour ce programme de ce vendredi, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, mais rassurez-vous, c'est pas parce qu'on est bientôt le week-end qu'il y aura plus de vidéos pour autant. En effet, je vous ai préparé une déjà qui va sortir demain sur la manière de configurer vos applis pour faire des paiements in-app, que ce soit pour l'App Store ou le Google Play. Et honnêtement, cette vidéo, elle m'en a fait baver, et d'ailleurs ce sera mon premier sponsor, mais rassurez-vous, il n'y a pas d'intervention sur le contenu. Et pour la vidéo de dimanche, on va dire que ça va être une surprise. Du coup, je vous dis à demain ou à dimanche si le contenu vous intéresse, sinon, rendez-vous dès lundi 7 h pour votre résumé quotidien. Bon week-end à toutes et tous.